Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endoté, édition du 26 mai 2024. Plusieurs sujets encore à l'affiche pour cette semaine. La conférence de Mme Caroline Proulx qu'elle a donnée à la Chambre de commerce Berthier-Dautré avec une annonce de 3,6 millions d'investissements dans le tourisme dans l'Anaudière. On parle aussi de prévention de fraude. C'est encore un sujet très d'actualité et encore plus dans cette période-ci de l'année avec aussi les colporteurs, comme on dit, les vendeurs itinérants qui se promènent dans les régions. On parle de Optométristes sans frontières, un organisme qui recueille des lunettes usagées pour pouvoir les nettoyer, les retransmettre dans des pays un petit peu plus en difficulté. On a rencontré Mme Julie Laquerre, qui est la directrice adjointe à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, qui nous parle de la programmation et vraiment du site qui est vraiment enchanteur. Nous avons aussi des extraits, on vous rappelle, des activités qui ont eu lieu la semaine dernière à Lanoraie et à Saint-Cuthbert, donc des extraits d'images d'activités. Et aussi, on parle pétanque avec Étienne Bertrand. Sur ce, bonne écoute et on vous rappelle qu'à toutes les semaines, vous avez votre bulletin de nouvelles quotidien à compter de 18 heures pour se tenir au courant de l'actualité régionale. Donc, bonne fin de journée. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. Nous allons débuter nos travaux. Nous sommes bien rendus à la rubrique Déclaration des députés. Et sans plus tarder, je reconnais Madame la députée de Berthier. Merci, Monsieur le Président. 200 ans de légende, la chasse-galerie, telle que racontée par Honoré Beaugrand, qui était maire de Montréal, fondateur du journal La Patrie. Honoré Beaugrand a mis en scène ce récit fantastique dans lequel les cageux, également bûcherons, c'était des héros d'une expédition endiablée dans un canot d'écorce qui, en plus, était volant. Puis, depuis sa première apparition imprimée, la chasse-galerie est devenue une légende emblématique de notre folklore québécois. Récit du patrimoine forestier, du patrimoine fluvial, qui résonne encore aujourd'hui, Monsieur le Président, au cœur de notre société et qui incarne des valeurs de courage, de solidarité, d'inventivité. Donc, je profite de cette occasion de souligner le rôle essentiel de la Maison des Cageux en bord du fleuve Saint-Laurent qui vise à préserver, partager l'épopée des Cageux et celle des conteurs, des artistes et gardiens du fleuve. Bon 200e anniversaire. Il est fréquent de recevoir des appels inattendus et non sollicités qui proposent la vente de produits, de services ou des sondages. Il se peut que des fraudeurs utilisent des techniques d'hameçonnage par téléphone pour soutirer des informations personnelles ou tenter d'obtenir un paiement en inventant une situation d'urgence, menant à agir rapidement ou en piquant votre curiosité avec des fausses opportunités. Les fraudes téléphoniques sont subtiles et structurées. Personne n'est à l'abri. S'il vous arrive d'être sollicité pour diverses raisons, voici les conseils permettant de bien réagir en cas d'appel frauduleux. Jade est étudiante. Elle travaille à temps partiel. Pendant qu'elle étudie, Jade reçoit un appel inattendu sur son téléphone cellulaire qui semble provenir d'un numéro officiel. Intriguée, elle répond. Son interlocutrice a une voix douce et aimable. Elle se présente comme étant conseillère à son institution financière. Elle lui signale qu'il y a une anomalie dans son dossier et qu'elle doit confirmer ses informations personnelles. La situation paraît urgente. On lui dit qu'elle doit agir rapidement, sinon son compte sera suspendu. Paniquée, elle craint de perdre tous ses accès. Attention, Jade doit demeurer vigilante pour éviter une fraude et se rappeler quoi faire dans une telle situation. C'est-à-dire prendre garde au numéro affiché. Les nouvelles technologies permettent aux fraudeurs de masquer ou modifier leur numéro réel à partir duquel ils appellent en donnant l'impression qu'il s'agit d'un numéro de téléphone de confiance. Lors d'un appel, ne partagez pas d'informations personnelles ou de renseignements bancaires. N'envoyez aucune somme d'argent, même si cela semble urgent. Si l'appel prétend provenir d'une institution connue, vous pouvez retracer le numéro et le vérifier à partir d'une source officielle, comme leur site Internet sécurisé. Pour mettre fin à l'appel, vous pouvez prétexter des vérifications à effectuer, dire que vous n'êtes pas concerné par la situation ou intéressé par l'opportunité qui s'offre à vous. Dans les cas où vous ressentez de la pression, subissez du chantage ou recevez des menaces, raccrochez.
Soyez discret sur vos médias sociaux. Évitez de publier vos préférences et vos activités. Toute information disponible sur Internet pourrait servir de prétexte pour entrer en communication avec vous. Lors de cet appel téléphonique, Jade aurait pu divulguer ses informations personnelles à une personne malveillante qui aurait pu voler son identité et ses économies. Mais en restant prudente, elle a évité une tentative d'hameçonnage. Ses comptes bancaires demeureront bien protégés et confidentiels. On se dit à bientôt. Suivez-nous pour d'autres capsules préventives. Ici Jess Archambault. J'ai retrouvé une vieille paire de lunettes que j'ai décidé d'apporter à l'organisme Optométristes sans frontières qui les distribue dans des pays défavorisés. Bonjour André, je vous ai amené mes lunettes pour, on espère, les envoyer en mission. Vos lunettes, là, vous en prenez soin parce qu'elles sont réellement claires, sont pas brisées. Il y a absolument... On n'a aucune raison de refuser ce genre de lunettes-là. Je suis André Gagnon. Je suis un bénévole pour Optométristes sans frontières. Je m'appelle Sophie Daris et je suis chargée de projet pour le programme Optométristes sans frontières. C'est un projet qui vient en aide aux gens qui sont dans les pays du Sud, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer des lunettes ajustées à leur vue. On a des missions en Afrique, que ce soit en Tanzanie ou au Mali. En Amérique latine, on a Honduras, on a l'Équateur, on a aussi Haïti, plus du côté des Caraïbes. Puis on a aussi les Philippines en Asie. Les lunettes viennent d'un peu partout. Ça peut soit être des particuliers qui nous donnent les lunettes directement ou des organisations. Il y a des cliniques aussi qui ramassent les lunettes et puis qui nous les envoient à nos bureaux. Bien, les bénévoles, c'est vraiment le début de la chaîne. Quand on reçoit les lunettes, toutes les lunettes vont passer à travers leurs mains. C'est eux qui vont faire en sorte que la mission soit efficace. Parce que les lunettes sont déjà classées, sont déjà analysées, tout sont propres. Nicole, vous êtes la deuxième étape pour ma lunette. Oui. Mon nom est Nicole Gontier et je suis bénévole pour Optométristes sans frontières. On fait tremper les lunettes, on les lave comme il faut avec une brosse à dents. L'émission, c'est sûr que ça ressemble à rien à un examen que les gens peuvent connaître ici. C'est pas dans une clinique. On le fait soit dans un hôpital, des fois c'est dans une école. Après ça, c'est l'examen proprement dit, avec des appareils portatifs. Il n'y a pas de gros équipements là, comme on a au Québec. Puis la personne, après ça, reçoit un étui et une lingette, en plus de sa lunette. Puis repart, là, c'est pas plus compliqué que ça, les missions. Roger, mes lunettes sont propres, mais je me rappelle plus ma prescription. Oui. Il y a moyen de trouver c'est quoi la prescription? Certainement. Nous avons les appareils pour le faire. Je suis Léon Roger Deschenaux, je fais partie du Club Guillaume-Boucherville. Je présente la lentille sur... Ici, vous voyez qu'il y a un appareil. Je pèse ici un petit bouton et je fais ce qu'on appelle un print qui va me sortir tout ce que tu viens de me demander pour cette lunette-là. L'œil droit, l'œil gauche, moins 75. Des fois, c'est des gens qui n'ont jamais vu, qui ont jamais bien vu ou qui ont perdu la vue par vieillesse ou maladie ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que eux, ça leur redonne une grande partie d'indépendance, que ce soit des fois des étudiants même qui ne sont pas capables de poursuivre leur étude. Des personnes âgées qui n'ont plus besoin de demander de l'aide pour sortir de leur maison, quelqu'un qui va pouvoir manipuler des outils, puis de voir, c'est ça, leur sourire, leur étonnement. Des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont des problèmes visuels. Ça leur permet vraiment d'acquérir une plus grande indépendance. Je pense que c'est ça la clé. Mes lunettes se trouvent maintenant parmi des milliers qui partiront en mission en Équateur. Pour plus d'informations, terresansfrontières.ca. Tu nous donnes la chance de voir l'amphithéâtre. Je m'en allais dire vide, mais du point de vue de la scène, c'est quelque chose qu'on vit moins parce qu'on vient au spectacle et tout. Le Cirque du Soleil, premièrement, on va parler du prochain événement pour l'été qui s'en vient. Le Cirque du Soleil va proposer cette année un spectacle hommage à Rock et Belles Oreilles
Le titre cette année, c'est De cirque. de cirque, parce qu'on comprend un petit peu leur... Qui fait allusion, ouais, c'est ça. En fait, une référence vraiment à Rock et Belles Oreilles avec et qui utilisait beaucoup le de. J'ai pas d'exemple précis, mais bref, voilà. Fait que De cirque est vraiment une référence à l'œuvre puis à plusieurs sketchs que les Rock et Belles Oreilles a fait au cours des Une dernières affiche jaune qui est très caractéristique des gars et tout ça. On se rappelle des vestons jaunes, c'est Oui. ça. Fait qu'il y a vraiment un lien très direct. Oui. Très direct. Tantôt, on parlait, ça va faire la 8e édition de ce fameux hommage. OK. Et c'est une association que vous avez commencé dès le début, suite à l'installation, à l'implantation de l'amphithéâtre ici à Trois-Rivières, de donner un espace au Cirque du Soleil. C'est ça qu'on comprend. Dans le fond, c'est eux autres qui ont l'espace créatif, qui ont l'espace de proposer un spectacle durant environ un mois, durant la saison estivale. Exactement. Bien, en fait, depuis 2016, c'est ça, l'amphithéâtre a la chance de recevoir ce spectacle exclusif-là du Cirque du Soleil, qui est un spectacle hommage, donc vraiment un spectacle qui a une branche complètement distincte des autres spectacles que présente le Cirque du Soleil. Donc, nous, à travers les années, on a hommagé différents artistes québécois. L'an dernier, on a pris une tangente qui était différente avec un spectacle hommage à Guy Lafleur. Et là, cette année, on va encore dans quelque chose de complètement différent, où là, on va recevoir, bien, en fait, pas recevoir, mais ça va être Rock et Belles Oreilles, justement, qui est un groupe emblématique, en fait, au niveau de l'humour au Québec, qui vont être hommagés cette année. Puis effectivement, c'est un spectacle qui est présenté sur 20 représentations au mois de juillet-août, donc du mercredi au samedi. Donc voilà, fait qu'un spectacle qui va commencer dès le 17 juillet prochain. C'est ça. Puis on parle que, dans le fond, le Cirque du Soleil, il y a carte blanche sur le côté thème, créatif. Le côté créatif Oui. et tout ça. Et là, vous recevez ça la première fois que vous avez vos premiers brainstorming avec le cirque, puis dites, bon, ben cette année, on a pensé à ça. C'est toujours avec enthousiasme, c'est toujours, hey, oui, c'est une bonne idée, on va faire ça, on va faire ça. Ben oui, ben c'est toujours un plaisir, en fait, d'avoir ces premières rencontres-là avec le cirque, de voir qu'est-ce qu'eux ont mijoté de leur côté. En même temps, quand les premières rencontres ont lieu, c'est déjà, on sent un peu de frénésie aussi. C'est quand même, on fait de la culture, c'est créatif, il y a toujours quelque chose de très intéressant. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas la prétention, en fait, de se mêler de l'aspect créatif. On laisse le cirque, en fait, faire cet aspect-là. Mais oui, il y a des propositions qui sont faites bon, quel artiste on va homager ou quel groupe et tout ça. Nous, ensuite de ça, bien, on fait certains commentaires, on leur émet des recommandations, mais c'est sûr qu'il faut que, tu sais, c'est un spectacle, en fait, c'est de la création. Il faut que le sujet, en fait, interpelle puis anime les gens puis l'équipe de création du cirque. Donc, après ça, bien, on leur laisse carte blanche, puis de toute façon, on a toujours eu des merveilleux spectacles qui ont été présentés. Oui. Donc, ça a commencé il y a 8 ans. Oui. Est-ce que vous pensiez que ça continuerait? C'était un test, c'était 3, 4 ans, 5 ans, puis on continue? Ou vous avez vraiment des projets à long terme, on va dire longue vie à la présentation? Oui, c'est ça, longue vie au cirque. Bien, effectivement, en même temps, c'est un partenariat qui a été fait sur plusieurs années. Donc, puis je pense que les gens, ils sont heureux, en fait, de recevoir ça ici en région. Puis c'est quand même 65 des gens de l'extérieur qui viennent voir. Fait qu'en même temps, tu sais, on a un lieu de diffusion culturelle qui est magnifique. On a la chance, en fait, de recevoir, on a le privilège de recevoir un spectacle exclusif du Cirque du Soleil qui amène une clientèle touristique importante, en fait, à la région, qui génère des retombées aussi pour l'ensemble de la région. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est un élément de fierté aussi pour les gens de la Mauricie et tout ça, de recevoir puis d'avoir, en fait, ce privilège-là, de recevoir un spectacle exclusif du Cirque du Soleil qui est, mon Dieu... ben c'est ça, qui est de renommée mondiale et tout ça, ouais. Vous avez abordé le sujet, justement, de l'impact, on pourrait dire financier, que génère, que génère ici l'amphithéâtre. C'est vraiment une belle retombée pour Trois-Rivières. Je pense que les gens sont maintenant fiers. Tu sais, tu regardes ça, tu te dis, bon, est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va faire des choses? Mais l'impact, autant pour les restaurants, pour l'hébergement, pour les choses comme ça, je pense que c'est important pour la vitalité de la ville, non? Tout à fait. Puis depuis, en fait, 2016, depuis le premier spectacle du Cirque du Soleil, c'est plus de 350 000 personnes qui ont assisté, 370 000 même, je crois, personnes qui ont assisté au spectacle du Cirque du Soleil. Puis comme je disais, en fait, c'est 65 des gens qui viennent de l'extérieur de la région. Fait qu'effectivement, il y a des gens, des excursionnistes qui vont venir seulement une journée. Mais ensuite de ça, il y a beaucoup de gens qui vont profiter de l'occasion pour venir passer un long week-end à Trois-Rivières, pour venir découvrir notre belle région. Donc, en fait, bien, c'est des nuitées qu'on génère, c'est des repas au restaurant, c'est des visites aussi dans les attraits, c'est la découverte aussi de notre ville, mais aussi de la région dans son sens large. On a la chance aussi, la Mauricie, d'avoir autant le côté urbain, mais le côté nature. Donc, je pense que, tu sais, en fait, de venir à Trois-Rivières, de profiter d'un spectacle du cirque, après ça, il y a plein d'autres possibilités alentour, puis c'est des retombées pour toute la région. Suite au début, justement, quand tu me parles de 2016, de l'amphithéâtre, vous avez vraiment augmenté votre offre. Qu'on parle de spectacle ici, mais maintenant, vous avez comme une espèce de branche
automnal intérieur que vous présentez aussi. Là. Exactement. Bien, c'est sûr que oui, quand on commence. Là, donc, on y va une année à la fois et tout ça. Mais effectivement, la scène où est présenté le spectacle du Cirque du Soleil devient en fait un cabaret durant la saison automne-hiver. Okay. À chaque année, bien, au cours de la dernière année, par exemple, c'est 140 événements, plus de 140 événements qui sont présentés ici à l'amphithéâtre. Donc, c'est des spectacles autant qui ont lieu au cabaret, des spectacles qui ont lieu aussi dans la salle extérieure. C'est des événements corporatifs aussi. En fait, il y a des gens qui viennent faire leurs 5 à 7, des spectacles exclusifs et tout ça. Donc, des événements corporatifs qui ont lieu ici. Donc, oui, on maximise vraiment là, 12 mois par année l'utilisation de ce lieu de diffusion culturelle-là. Et bien, dans les débuts, bien entendu, il y a les 20 représentations du Cirque du Soleil. Ensuite de ça, il y avait d'autres artistes aussi qui sont venus, donc une programmation. Avant, en 2019, oui, avant pandémie, en fait, on avait peut-être une 30-35 spectacles qui étaient présentés. Cet été, c'est près de 50 spectacles qui vont être présentés. Donc, vraiment des spectacles de tout genre. En fait, on reçoit autant des comédies musicales, des artistes de renommée internationale, nos artistes québécois qu'on apprécie aussi beaucoup. Donc, les 20 représentations du Cirque du Soleil également. Fait que c'est vraiment une programmation qui est très variée. On passe autant de Styx à Lara Fabian, Francis Cabrel, Renaud, Révolution, la comédie musicale, les producteurs, Pub Royal. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts puis toutes les clientèles. Bon, bien entendu, il y a déjà des spectacles qu'on a ouverts aussi avec l'espace gazonné parce que, bon, les billets en salle ont déjà tous trouvé preneurs, mais il reste que quand même, il y a une belle offre encore de disponible. Puis en même temps, il faut venir en profiter l'été. En fait, la saison va s'en venir et on commence la météo va commencer à se réchauffer. Fait qu'il faut venir profiter, en fait, de l'amphithéâtre. Nous, les portes cet été vont ouvrir dès 18h30 à tous les soirs. Il y a un avant-spectacle qui va être présenté aussi sur la terrasse. Fait que vraiment, les gens, le lieu, il est magnifique. On est au confluent de la rivière Saint-Maurice, du fleuve Saint-Laurent. C'est la plus belle terrasse. En fait, le lieu, il est magnifique. Il faut venir prendre l'apéro ici, venir manger un petit peu, profiter de l'avant-spectacle, puis ensuite de ça, bien, du spectacle en soirée qui va avoir lieu. Tu me parles, là, ça commence de bonne heure. Donc, ça a lieu toujours beau temps, mauvais temps. Mais avec le toit, on fait attention. Oui. Juste apporter peut-être plus chaud, s'habiller en conséquence. Oui, bien là, c'est ça. Il reste que quand même, on est sur le bord de l'eau, fait que c'est toujours un peu plus frisquet. Fait que même si on a un beau gros soleil qui fait chaud en journée, il faut quand même se prévoir une petite laine, surtout en début de saison, c'est toujours un peu plus frais. Mais il reste que quand même, bien, on a la chance de profiter de l'extérieur. Puis oui, la salle, elle est couverte, donc les gens, en fait, n'ont pas à s'inquiéter, mais bien entendu, on demeure sur le bord de l'eau, il faut prévoir le coup. Okay. Sans vouloir dévoiler qu'est-ce qui s'en vient, vous avez déjà sûrement pensé à votre programmation de 2025. Mm-hmm. Vous êtes déjà beaucoup en avance. Est-ce que vous pensez encore être capable d'offrir plus de spectacles, plus d'événements, ou on arrive à un certain point de saturation? Bien, en fait, il y a encore de la place. On a encore une certaine marge de manœuvre. Bien là, bien entendu, en même temps, il y a un calendrier. Il y a 7 jours dans une semaine. Fait que, ensuite de ça, on ne peut pas en faire plus que le calendrier nous permet. Mais c'est sûr qu'on a encore, quelques petites marges de manœuvre, en fait, sur certaines dates dans le calendrier de la saison estivale qui s'échelonne de mai jusqu'à la fin septembre, début octobre. Mais ensuite de ça, bien, c'est sûr que s'il y a une opportunité, bien, assurément, on va la prendre. On essaie toujours de... Puis tout ça se négocie, effectivement. Il y a des négociations qui ont déjà lieu pour 2025, mais en même temps, des fois, il y a des opportunités qui se présentent vraiment à la toute dernière minute, qu'on saisit aussi, qu'on ajoute au calendrier. Puis amphithéâtre-cogeco.com pour aller découvrir l'ensemble de la programmation. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Julie. Ça m'a fait plaisir. Bye. Bye.
Sonia, bonjour tout le groupe. Un groupe de joyeux lurons, je pense que vous avez beaucoup de plaisir ensemble. Mais on a quand même des invités de marque. Monsieur Bernard Aurouze, okay, vous êtes vice-président de la Fédération internationale de pétanque. Oui. Donc, c'est un titre, là, on a vraiment une sommité au niveau de la pétanque. Un élu, mais comme les élus, ça va, ça vient. Hein? Oui, mais il faut quand même que vous ayez va falloir vous gravissiez les échelons pour vous rendre. Donc, un ancien joueur, j'imagine que vous avez été champion du monde à quelques reprises. Vos amis tantôt disaient 1919. J'ai jamais été champion. J'ai jamais été champion du monde, j'ai été champion canadien. Oui, champion canadien, il a en participé. 82, 84 et 88 ou 9. OK. Mais champion canadien, déjà, c'est tout un titre. Et aller au championnat du monde, il doit y avoir quand même des catégories, il doit quand même avoir certains standards à respecter. Là. Tu t'en vas pas là, puis comme aux Olympiques, il faut qu'on respecte des standards pour ça. Il faut être champion canadien. Oui, OK. C'est tout. C'est tout. Mais dans ces années-là, jouer à la pétanque, c'était jouer, je veux dire, c'était un loisir, c'était pas nécessairement très compétitif. Il y avait des compétitions, mais c'est plus amical qu'on pourrait dire technique, là. Dans les années 80. Si vous parlez de la pétanque dans son entier, il y a plus de parties amicales que de compétitions. Mais nous, à la Fédération, on est là. On est là pour organiser le volet compétitif. Le volet compétitif. Voilà, c'est ça. Et en plus, là, ici, j'ai le président de la Fédération de pétanque du Québec, M. Alexandre, c'est bien ça. Donc, vous, c'est comme, vous êtes, on pourrait dire, la sommité, l'organisme qui gère toute la pétanque compétitive au Québec. C'est bien ça? Compétitive et organisée, oui. Organisée. Oui. C'est ça. Il y a combien de clubs officiels qui jouent à la pétanque, qui font de la pétanque compétitive au Québec? Compétitive, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a environ 5-6, mais sur nos 30 clubs affiliés. Ouais. Ah, il y a 30 clubs affiliés qui couvrent la province de Québec au complet. Qui couvrent la province, oui, dans les 19 régions. Et qu'est-ce qui fait qu'un club décide de faire de la compétition versus un autre qui reste du côté amical? C'est vraiment souvent, le besoin, c'est vraiment... Non, c'est souvent ces administrateurs. Si moindrement ils sont compétitifs, veut pas... les types de tournois qu'ils vont faire pour la fin de semaine pour leurs membres, ils vont avoir plus d'envergure compétitive. Ouais. Mais tu ne deviens pas compétiteur vraiment à force de pratique, c'est parce que tu t'essaies puis tu dis quand on ça, je suis bon. Puis je pourrais peut-être aller plus haut. Quelqu'un de chez vous vient voir puis tu dis peut-être ça vaudrait la peine que tu continues, tu essaies de monter en compétition. Oui, bien là, c'est sûr qu'en améliorant son style de jeu, là, si on voit qu'on est capable de se mesurer à d'autres, bien là, c'est là qu'on devient un peu plus compétitif. Ouais. Okay. Monsieur Luc, vous êtes, c'est ça, c'est Monsieur Lépine, c'est bien ça? Vous êtes responsable de pétanque pour la Naudière. Je pense que la Naudière a un gros bassin de joueurs de pétanque. C'est comme ça qu'on dit ça. Hein? Oui, il y a un gros bassin, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient fédérés. Mon ami Étienne travaille fort pour fédérer des nouveaux clubs. Okay. Et moi, je suis président du club à Joliette. Et on a demandé pour 2025 le championnat du monde junior. OK. Et on l'a obtenu. Vous l'avez obtenu. Donc, ça va créer un rayonnement, là. J'espère. On espère beaucoup. Vous dites junior, ça va être des jeunes... 17 ans et moins. 17 ans et moins. OK. Et ça, il y a une belle relève présentement? On commence. Il n'y avait pas de relève. On commence à avoir des écoles puis des jeunes qui commencent à jouer, comme vous voyez. Comme les jeunes de Saint-Hubert. Oui, c'est ça. Comme Étienne s'implique beaucoup dans ça. Oui, parce que souvent, pétanque est associé à Club FADA. Tu sais, si on met, souvent c'est le lien, là. Oui, mais il y a déjà eu une époque où à la Fédération de pétanque Québec, il y a eu quand même beaucoup de juniors jusque dans les années, je dirais 92. Là. La Fédération faisait partie du circuit des Jeux du Québec régulièrement à la pétanque. Malheureusement, après ça, il y a eu une période que le dossier avait été laissé tomber, mais là, ça a été repris en main pour essayer de relancer. Et là, on a deux quand même champions canadiens. Ça, c'est vous, ça? Jean-Michel puis Sonia, c'est bien ça? C'est ça. Vous avez commencé à jouer à la pétanque, j'imagine, de façon récréative. Vous avez dit,
On joue ou dès le départ, vous avez Ben, dit, en moi, fait- je vais être compétitif? Oui, non, c'est ça. Moi, j'ai commencé sur le tard, j'avais à peu près 17 ans. Pour vous, c'est tard? C'est tard, ouais, parce qu'en règle générale, les joueurs de pétanque commencent beaucoup plus tôt que ça. OK. Hein. Donc moi, là, je m'amusais, c'était un amusement pour moi, là. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai joué avec des joueurs qui étaient licenciés, et eux, ils m'ont proposé, comme ils ont vu que j'avais quelques capacités. qualités, ouais, c'est ça, ils m'ont fait prendre des licences. J'ai joué avec, et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc je suis devenu très vite un bon joueur. Et madame aussi, c'est ça? Moi, j'ai commencé, j'avais 6 ans avec mes parents. Ah oui? Et j'ai connu la fédération seulement en 92, à 22 ans. OK. Là, j'ai embarqué pour la compétition. OK. Et qu'est-ce qui fait que ça l'a créé, cet engouement-là? Vous, je vois peut-être plus un petit peu d'origine française. Oui, Je veux pas... moi j'ai commencé en France, en fait. Hein. En France, on va dire que c'est pas la même mentalité en France qu'au Québec. En France, même quand t'es pas bon, tu vas te frotter aux joueurs qui sont bons. OK, tu vas compétitionner. Oui, c'est ça. On n'a pas peur, même si on gagne pas, on pratique. L'esprit compétitif, C'est ça. Le français Ici, est très j'ai retrouvé reconnu, que c'était un peu moins au Québec. Au Québec, ils sont plus craintifs par rapport aux grands joueurs. OK. Ils viennent pas. Nous, en France, tout de suite, quand on a commencé, on voulait toujours aller jouer contre les forts. OK. Tout le temps. Tout le temps.